Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, comment financer son projet agrivoltaïque? C'est la question que nous allons aborder ici dans le cadre de ce débat. Marc Vatrin, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président et cofondateur donc d'Enoé. À ma gauche, donc Timothée Delacour, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable énergie renouvelable donc au sein de la plateforme Mimosa. Mimosa, dites-moi. Mimosa, donc plateforme de financement participatif dédiée à la transition agricole et alimentaire. Et à vos côtés, Laure Verhaeghe, bonjour. Bonjour. Cofondatrice et directrice générale de l'Indosphère. Juste en une phrase aussi, l'Indosphère. L'Indosphère, plateforme de financement participatif, leader dans le financement de la transition énergétique. D'accord. Marc Vatrin, Enoé, spécialité. Enoé, spécialité, produire de l'électricité renouvelable, majoritairement solaire, au sein des territoires. D'accord, très bien. Alors, on va parler un peu de la possibilité de financement qui existe. Peut-être je vais démarrer avec vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, chacun, les caractéristiques de vos offres? Laure. L'Indosphère permet de financer, d'apporter des prêts aux projets d'énergie renouvelable, en l'occurrence des projets agrivoltaïques, pour financer à partir de 100 000 € et jusqu'à plusieurs millions d'euros ces projets d'énergie renouvelable. Timothée. Alors chez Mimosa, on va également proposer donc, du financement participatif, mais dédié cette fois aux projets d'énergie renouvelable, mais auprès des agriculteurs ou en lien avec l'alimentation. C'est ce qui va nous différencier principalement avec l'Indosphère. Et le niveau peut-être aussi de Alors le niveau, on peut partir de 10 000 € jusqu'à 1 500 000 € globalement en termes de montant. C'est ça aussi la différence qui existe. Tout à fait, oui. Est-ce que le prêt participatif est bien adapté justement au type d'installation que vous construisez? Oui, complètement. Alors effectivement, dans nos projets, dans nos grands projets d'énergie, la base, ça reste effectivement le financement bancaire. Mais en plus de ça, on peut profiter de la flexibilité de ce type d'organisme pour introduire les territoires dans les projets et faire qu'effectivement, on a des gens en face de nous qui sont beaucoup plus ouverts à l'innovation et qui nous supportent sur un tas de problématiques nouvelles liées à ce type d'exploitation. Donc on est vraiment dans la notion de partenariat, de créativité pour faire avancer les projets de territoire. Quand vous dites ça reste là-bas, ça veut dire quoi? Moitié-moitié? C'est quoi là? On est aujourd'hui sur un financement classique, 90% c'est de la banque. Mais il y a un apport qui se développe de prêt participatif? C'est un apport qui se développe énormément aux côtés du financement bancaire qui représente effectivement le gros du CAPEX du projet. Mais le financement participatif permet d'apporter une brique qui est à la fois compétitive et réactive, en phase amont par exemple de développement des projets ou en phase de construction, et qui permet aussi d'intégrer le territoire dans le financement des projets, en apportant du financement par les particuliers, par les collectivités, par les parties prenantes des projets agrivoltaïques qui deviennent financeurs et donc favorisant l'ancrage local et l'appropriation, l'acceptabilité de ces projets. Alors Marc, je suis sûr que pour les investisseurs, c'est super parce que tant qu'il y a du soleil, la sécurité de l'investissement est assurée. Alors effectivement, il faut du soleil, il faut aussi un beau projet, puisque on reste quand même dans des projets importants. Dans l'agri-photovoltaïque, on a les deux sujets. On a soit de la protection de culture, donc là il y a quand même une dimension industrielle, de faire que ce soit bien construit et bien exploité. Donc il faut effectivement faut investir dans la bonne société. Mais aujourd'hui, dans la majorité des acteurs en France présents, on a des sociétés suffisamment solides pour rassurer. Derrière, effectivement, l'aléa c'est le soleil, mais on a une chance extraordinaire dans notre pays, c'est que l'écart type, c'est-à-dire les années où il y a moins de soleil et celles où il n'y en a plus, il est tout petit. Donc l'investissement est dans le temps extrêmement sûr. D'accord, une grande régularité. Alors, par rapport à tous les projets que vous financez, est-ce que l'agrivoltaïsme se développe, représente une part importante? Chez Mimosa, l'agrivoltaïsme, en tout cas dans le domaine des énergies renouvelables, oui, fait partie des projets qu'on finance le plus, puisqu'en gros sur les exploitations agricoles, on va avoir deux typologies de projets ENR, le photovoltaïque et la méthanisation. Donc ça fait partie d'à peu près 30% des projets énergies renouvelables qu'on va financer chez Mimosa. Et vous, Laure? Concernant l'Indosphère, sur les 200 millions d'euros que nous avons accompagnés depuis que nous existons, le solaire représente plus de la moitié. Et ces installations solaires, elles sont principalement sur des hangars agricoles, via des installations agrivoltaïques ou sur des centrales au sol, sur du foncier. Et l'agrivoltaïsme, on le sent, on le voit, fait partie des nouveaux horizons de développement pour le solaire. Et donc on accompagne de plus en plus de projets de cet ordre-là. D'accord, donc vous sentez que ça augmente. Et sur le plan qualitatif, est-ce que vous sentez les évolutions?
Alors moi, les évolutions que je peux constater sur les exploitations agricoles, ça va être déjà de plus en plus de porteurs de projets qui nous contactent, mais également de plus en plus de projets en autoconsommation. Pourquoi ? Parce que les prix de l'énergie augmentant, eux, ils tentent de réduire leurs charges sur leurs exploitations, et donc l'autoconsommation devient de plus en plus intéressante pour eux. Je vous redonne la parole, Laure, mais l'autoconsommation, il y a un point de retour sur investissement qui est plus lointain, non ? Oui, puis c'est un choix effectivement de l'agriculteur. Aujourd'hui, à travers le solaire, il a finalement deux opportunités. La première, c'est de pouvoir quelque part combler ses besoins en énergie. Donc l'autoconsommation est adaptée. La deuxième est d'avoir un projet qui est un peu plus large. On va parler de protection de culture, on va parler d'amélioration de la productivité agricole, ça peut être le bien-être animal aussi. Donc il y a d'autres sujets qui nécessitent plus d'investissement. Et dans ce cas-là, ils sont ravis de pouvoir faire appel à des gens comme Enoé. Et vous, Laure, quelle évolution, quelle tendance ? Alors déjà, le financement de la transition énergétique, c'est un financement qui est en pleine croissance. Les gens ont envie de savoir à quoi sert leur épargne et ont envie d'apporter du sens à leur épargne. Et l'empreinte carbone aujourd'hui d'un euro investi dans une assurance vie ou dans un livret est beaucoup plus importante que quand on la flèche directement sur des projets de transition énergétique. Donc aujourd'hui, il y a une vraie demande et une vraie appétence sur ces projets qu'on peut financer directement sur les territoires, avec un levier également de pédagogie et de transparence de l'investissement qui est très fort. Et le financement participatif permet de faire cette pédagogie sur le territoire, de pouvoir expliquer le projet, expliquer les caractéristiques, pourquoi on l'a construit comme ça, quelles sont les retombées du projet sur le terrain, et d'associer directement ces particuliers au financement de la transition énergétique. Marc, je suis agriculteur, je veux me lancer dans un projet, quelles sont les erreurs à ne pas faire ? Alors les erreurs à ne pas faire, c'est de bien calibrer votre projet. Comme on l'évoquait, soit j'ai une problématique sur ma propre consommation, et dans ce cas-là, il faut effectivement se réfléchir à autoconsommer, soit j'ai un projet agri-PV, c'est-à-dire je dois trouver une symbiose entre ce que peut m'apporter des gens à travers un projet agro-photovoltaïque et puis ma production agricole. Donc c'est vraiment, il faut se poser la bonne question de ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, il est de s'inscrire dans le temps avec un partenaire, puisque malgré effectivement les évolutions réglementaires, on a des projets qui vont durer plusieurs années. Donc il faut être un peu patient. On fait de nos mieux. Les politiques essaient de nous accompagner aujourd'hui, mais entre le moment où on se tape dans la main et puis le moment où un projet va apparaître, il va se passer pour les petites installations 3 ans et puis pour les grandes plutôt 5 ou 6. Alors, on en parle beaucoup. Il y a eu une hausse des taux d'intérêt. Est-ce que dans le secteur, vous sentez que ça freine ? Quel est l'impact de l'agrivoltaïsme ? Est-ce que ça, justement, un frein ? Est-ce que c'est un frein aujourd'hui ? Ça peut être un frein. Comme tout projet d'investissement, la hausse des taux n'a pas forcément d'effet positif. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres signaux qui favorisent le développement de cette filière. On en parlait, la transition énergétique, aujourd'hui, c'est la tendance. Voilà, les gens ont pris conscience de cette nécessité. Notamment la guerre en Ukraine nous a fait prendre conscience de la nécessité aussi d'avoir une souveraineté énergétique. Donc voilà, au-delà des taux d'intérêt, il y a une tendance qui est bonne. Donc il y a des freins et des facteurs positifs, même s'ils ne sont pas joyeux. Il y a eu par ailleurs aussi la hausse du coût de l'énergie, mais ça permet aussi de vendre plus cher l'énergie qui est issue de ces projets agrivoltaïques. Donc c'est vraiment un vecteur aujourd'hui d'indépendance, de souveraineté énergétique, c'est un vecteur également de complément de revenus important pour les exploitations agricoles, et c'est pour les investisseurs la possibilité via le financement participatif de bénéficier de ces hausses des taux et de l'inflation globale. Bon, on arrive quasiment à la fin de l'émission. Marc, vous avez un regard peut-être européen. Est-ce que selon les pays, la façon de financer, est-ce que c'est tout le temps la même ou est-ce qu'il y a des différences ? Alors on a quelques avantages en France, puisque en France on a depuis maintenant 2006, on a bâti le solaire avec des aides de l'État. Et donc on a habitué nos partenaires bancaires à avoir de la visibilité sur 20 ans. Donc ce qui fait que les conditions bancaires par rapport à d'autres pays sont extrêmement favorables. Donc on a plutôt un bon terreau. Et puis effectivement, derrière on subit un peu moins la hausse des taux. Mais dans un contexte où on a quelque chose de magnifique depuis quelque temps, c'est que la notion de résilience est là. C'est-à-dire que le solaire reste l'énergie qui est aujourd'hui la moins chère. Et le deuxième point important par rapport à cette résilience, c'est le fait qu'effectivement, quand les taux augmentent, l'énergie augmente. Donc ça ne remet en aucun cas un projet de long cours en danger. Marc, merci beaucoup. Timothée, merci. Et Laure, merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau. Et puis surtout, merci à vous.